Bien, bonjour à toutes et à tous à cette deuxième table ronde sur la laïcité et la liberté de création. Des voix s'élèvent et elles se font plus insistantes depuis quelque temps pour affirmer que la laïcité serait une machine de guerre contre les religions. C'est pourquoi il nous a semblé important de montrer que, bien au contraire, la laïcité favorise la liberté dans tous les domaines, et que c'est en particulier le cas pour ce qui concerne la création artistique, qui ne dépend pas seulement de facteurs économiques, les subventions, le mécénat, le régime de l'intermittence du spectacle, ou pédagogique, la formation des artistes et des techniciens, l'éducation du public, mais aussi de facteurs politiques, tels que la censure, sous toutes ses formes, jusqu'aux plus insidieuses. Alors, cette deuxième table ronde sera donc consacrée à la culture et pour aborder ce sujet, nous avons choisi trois perspectives très différentes afin d'embrasser un champ aussi diversifié que possible. C'est ainsi que nous entendrons successivement Challa Chafik, Marc Ajar et Laurent Salle. Je vous les présenterai à tour de rôle au moment de leur intervention. Donc, Challa Chafik d'abord. Pas la peine que je vous dise où elle est assise, il n'y a aucun risque de la mégenrer. Challa Chafik, d'origine iranienne, elle est en exil en France depuis l'arrivée au pouvoir des islamistes à Téhéran. Elle est docteure en sociologie. Elle a publié des romans, des nouvelles et des essais en français et en persan. L'idéologisation de l'islam, notamment au regard de la condition des femmes, est au centre de ses préoccupations. Elle est souvent intervenue aux côtés de la LICRA sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté, mais elle nous en parlera aujourd'hui du point de vue qui est le nôtre ici. Et c'est pourquoi son intervention s'intitule « Les mots », MOTS bien sûr, « Les mots de la Révolution ». Et c'est avec plaisir que je lui cède la parole pour une quinzaine de minutes. Merci beaucoup, cher Abraham. Merci à l'ICRA de m'avoir donné cette possibilité d'échanger avec vous quelques mots sur quelque chose qui est une expérience de la création collective tout d'abord, qui est cette révolution Femmes, Vie, Liberté, qui était avant tout une création collective, et revenir de cet angle de vue sur ce que la laïcité apporte à la création historique, culturelle, et pour notre table ronde de la culture. Et vous avez dit, Abraham, que c'est des mots de la révolution, MOT, mais pour moi, ça me renvoie à quelque chose qui fait partie de mon histoire personnelle, c'est des MAUX de la Révolution, mots de la Révolution. En fait, en 1979, j'ai participé à une révolution qui m'a projetée en exil, comme beaucoup de mes amis, de mes camarades et tout, qui leur a ouvert les portes de la prison et la question de massacre. Depuis des générations successives des Iraniennes, ou des Iraniens aussi, des femmes et des hommes, ont été sacrifiés d'un pouvoir islamiste qui a fait de la religion une idéologie, un programme politique. Et pour revenir à l'intervention qu'on a entendue avant, notre intervenant s'étonnait du fait que le problème entre les gens qui veulent discuter, les personnes en Israël, par exemple, en revenant sur le cas israélien, le problème ne vient pas des religions, mais c'est ce qu'il disait, mais des choses que les dirigeants veulent imposer. Mais il s'agit de la idéologie, c'est pas autre chose. Moi, je pense que le mot idéologie pourrait nous sauver de cette recherche de compliquer la chose là où c'est très simple. Si vous voulez, là, avant que les islamistes arrivent au pouvoir, en Iran par exemple, les gens appartenant à des différentes communautés religieuses vivaient. Effectivement, il y a eu des débats,
il y a eu des conflits, il y a eu même de l'antisémitisme, bien sûr, puisque c'est un phénomène qui est malheureusement partout, et partout dans l'histoire et jusqu'aujourd'hui. Mais il n'y avait pas ce qu'on a eu après. Ça veut dire, en fait, il y a eu des conflits religieux, des personnes qui se confrontaient individuellement ou les groupes qui essayaient d'apporter leur vision, mais il n'y avait pas ce qu'on a eu après l'arrivée des islamistes au pouvoir. Ça veut dire une idéologie qui s'impose à tout le pays et finit la liberté religieuse, finit la liberté d'expression et finit la liberté de création. Parce qu'effectivement, dans le concept arendtien de terme, ce pouvoir a imposé une répression totalitaire, dans le sens où cette répression n'était pas seulement dictatoriale, ce n'était pas seulement par rapport à la parole politique, mais c'était une répression qui entendait couvrir tous les champs de la vie individuelle et sociale. Pourquoi ? Parce qu'il fallait formater la société et chaque individu par rapport au modèle de l'islam vrai. L'islam vrai, ça veut dire ce qu'entendaient les islamistes. Et pour cela, ils ont codifié tous les concepts religieux. Le djihad, par exemple, qui dans le Coran existe, mais chacun pourrait interpréter différemment, est devenu un concept omniprésent. Le djihad a été mis à toutes les sauces. Le djihad culturel, le djihad dans l'agriculture, le djihad pour les femmes. Et effectivement, toutes les femmes et les hommes étaient obligés de rentrer dans ce formatage. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça a donné. C'était les prisons qui se remplissent, puisque de toute façon, les êtres humains ne peuvent pas ne pas rêver, ne peuvent pas ne pas créer. Comme a dit Salman Rushdie, quand il a été cible de ce fatwa d'Ayatollah Khomeini, il a dit ils veulent tuer le rêve. Parce que pour un écrivain, le roman, c'est un lieu d'imagination. Il imagine ce personnage. Il voulait tuer le roman et l'art. Et quand ils ont massacré ici l'équipe de Charlie Hebdo, ils voulaient tuer le rire. Ils voulaient tuer. En fait, toutes ces histoires, ça nous renvoie au fait que quand la religion devient une idéologie, qu'elle prend le pouvoir, finit la liberté et avant tout la liberté de la création, la liberté d'imagination. Après des années, 4 décennies de l'exercice de cela, qui a été symbolisé par le port de voile. Le port de pouvoir, c'était les islamistes. Mais le port de voile, c'était pour les femmes. Effectivement, ça symbolisait tout ce système de répression totalitaire. Les femmes étaient obligées à porter le pouvoir. Je me rappelle très bien, quand j'étais en Iran, à l'époque, quand Khomeini a parlé dans son discours qui a créé une tollée parmi les femmes, il y a eu des manifs après son discours, il voulait tester comment la société allait réagir. Il a dit les femmes ne doivent pas aller, les Iraniennes ne doivent pas aller nues dans les ministères, ça veut dire le service public, puisqu'en Iran, le service public comme ici était ministériel. Et nous, on riait. Moi, j'étais une jeune étudiante à l'époque à l'université. Je riais puisque je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Personne ne va nu dans le ministère. Mais non. Des années après, quand j'ai commencé à travailler sur l'islamisme, j'ai compris que ce n'était pas du tout une plaisanterie. Ou tout de suite après, dans la vie réelle, j'ai compris que ce n'était pas une plaisanterie. Puisque quand le moment où je sortais de pays, ça veut dire en 82, par la force, pour l'exil, je me suis mis sur le chemin de quitter le pays, ce qui dure jusqu'à aujourd'hui. Donc, à l'époque, j'ai vu quand même les jeunes gens avec les Kalachnikov, avec les armes qui venaient nous dire pourquoi vous ne portez pas le voile. Et après, c'est devenu encore pire. Il y a eu
Gashte Ershad, comme on peut dire la police de morse qui vient contrôler le voile, et c'est devenu un moyen pour contrôler toute la population, puisqu'ils sont là partout. Donc c'était à la fois le contrôle des femmes, mais le contrôle de toute la population. Et tout ça est amené à, en fait, non seulement à dessiner ma trajectoire personnelle, en termes d'exil, mais aussi en termes d'écriture, puisque dès le début, j'ai écrit de manière, ça veut dire en fait, je voulais toujours écrire, mais j'ai écrit de manière, je dirais, quasi obsessionnelle sur cette question qui m'a hantée. Comment ça se fait qu'on n'avait pas vu? D'où est-ce que c'est venu cet aveuglement? Puisque moi-même, je n'étais pas du tout islamiste ni pratiquer une religion. Mais pourtant, j'avais agi de manière à apporter l'eau au moulin des islamistes. Donc, ce que j'ai vu après ici en France aussi. Donc, c'est une histoire qui se répète. Et donc, j'ai commencé à écrire là-dessus, mais en même temps, en suivant la société iranienne, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose sous la peau des apparences qui était en train de bouillir. Et finalement, et c'était toute la résistance, tout d'abord, la chose la plus visible, l'élément le plus visible était la résistance des femmes face au voile obligatoire, qui a commencé dès le lendemain de la déclaration de cette obligation, avec des différentes manières. Il y a eu la grande manif des femmes à qui je consacrais d'ailleurs tout un ouvrage, Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir. Et après, il y a eu des différentes manières. Donc, on est passé de résistance face au voile en portant le mauvais voile, un phénomène que j'ai appelé le phénomène du mauvais voile. Et je me rappelle très bien qu'à l'époque, les sociologues ou certains sociologues ou anthropologues me disaient c'est pas un phénomène très important. Qu'est-ce que ça dit le mauvais voile? Qu'est-ce que ça veut dire un tel type de conceptualisation? Mais ça démontrait tout simplement la résistance des femmes iraniennes, et après c'est devenu la résistance aussi, et ça a toujours été accompagné de la résistance de toute la société, les artistes qui créaient, les chansons qui se créaient, les films qui se faisaient, mais tous avec un langage qui pourrait être interprété de différentes façons, avec une omniprésence de métaphores dans la création. Et petit à petit, on est arrivé au dévoilement. Ça veut dire dévoilement dans le sens qu'on a vu dans les années après, dans les années 2000, comme une forme de protestation. Et finalement, on est arrivé à la révolution Femmes, Vie, Liberté. Donc, c'était un processus, ce n'était pas un événement qui tombe d'un coup de ciel, c'était l'accumulation et la convergence de toutes les luttes sociales et culturelles qui se développaient en Iran. Et je suis très désolée pour vous dire qu'ici, en France, les livres qui ont été écrits sur l'Iran de cette époque, ils n'ont pas, en fait, à cause de cette censure totalitaire, les gens qui pouvaient partir en Iran, pour avoir l'autorisation d'écrire, ne pouvaient pas écrire sur certains sujets. Donc, les réalités ont été censurées ici même en Occident. Sur la prison politique, dans ces livres, on n'avait jamais eu un chapitre. Sur la répression politique, pas le moindre, très, très, très minimum, quand même les allusions assez minimales ou minimalistes. Mais la réalité allait en avant. Et finalement, le monde entier a découvert avec la révolution Femmes, Vie, Liberté quand même ce phénomène de résistance qui se concentrait à partir du slogan central de ce mouvement, les mots femme, vie, liberté. Moi, j'ai écrit, et je le dis aussi, femme, ça ne veut pas dire seulement femme.
Quand on dit femme, vie, liberté, ça ne veut pas dire que c'est une révolution exclusivement féminine. Ce qui a été dit, et ce n'est pas une analyse complexe. Femme, ça veut dire, dans ce slogan qui a été répété par les hommes, aussi par le peuple aussi, dans toutes les régions de l'Iran, et il y a eu pas mal de jeunes hommes ou des moins jeunes qui se sont sacrifiés aussi en allant dans la rue dire femme, vie, liberté. Ça veut dire que c'était une prise de conscience de tout un peuple avec plus de 4 décennies, du fait que cette répression totalitaire est basée sur la répression des femmes tout d'abord, ça veut dire sur le sexisme. Comme pour l'hitlérisme, par exemple, ou pour le nazisme, c'est la race qui est le critère de totalitarisme. Comme pour le stalinisme, c'est la classe sociale. Pour l'islamisme, c'est les femmes, c'est le sexe. Et quand vous le comprenez, ce slogan « femme, vie, liberté », ça veut dire contre tout un système qui prend le sexisme comme un élément pour réprimer tout un peuple. Voilà, c'était ça. Vie, oui, c'était un renvoi au côté mortifère de ce pouvoir. Comme je viens de le dire, la création est interdite. Existe quelque part le rire, le rêve, la manière ça veut dire vouloir vivre comme on le veut, c'est interdit. Donc, c'est quasiment la mort qui est imposée à toute la vie. Ça veut dire, en fait, c'est une pensée morbide, c'est une idéologie fascisante morbide, et femme, vie, oui, face à la mort. Liberté, c'est le chemin par lequel passent ces choses-là. C'était tout un slogan qui dit tout, mais il y a eu pas mal d'autres qui ont été ajoutés à cela. Il y a eu des chansons, il y a eu des... Et là, il y aura un livre l'année prochaine, j'espère que, oui, bien sûr, ça va être publié, sur ces mots de la Révolution. Parce qu'il y a eu des affiches, il y a eu des images, on a vu une belle jeunesse qui vient dans la rue dire ces mots, mais quels sont ces mots, M-O-T-S? Et pas seulement ce slogan, quels étaient leurs désirs, comment ils exprimaient leurs désirs, quelle était la littérature que cette jeunesse a déployée, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur leur page d'Instagram, Facebook, Twitter. Nous avons décortiqué tout ça et il y aura un livre, mais je vais vous donner en avant-première quelques réflexions. Tout d'abord, c'est une révolution pour et non pas contre, comme ça a été dans cette fameuse chanson « Baroye ». Et si vous regardez cette chanson dont la traduction se trouve aussi sur Internet, il dit tous les thèmes de la révolution sont dedans. Depuis pour la liberté, pour s'embrasser dans la rue, ça commence comme ça, pour s'embrasser dans la rue sans avoir peur, déjà tout un manifeste. Après, pour les arbres de boulevard qui sont en train de mourir puisqu'ils ont ravagé le pays, ils ont ravagé l'écologie et ils ont vraiment tout ce qui a été fait. Et pour le pauvre enfant qui est obligé de travailler depuis ses 7 ans, et tout ça, ça a du sens puisque l'islamisme est arrivé au pouvoir avec les slogans contre la corruption et pour la justice sociale. Rien de tout cela. La fossé entre les classes sociales s'est creusée, la pauvreté va au galop, la prostitution, la drogue menacent la jeunesse, et toutes ces histoires-là sont dans ces mots, si vous voulez. Après, il y a eu aussi les mots des parents, les mots qui continuent à être, les mots de prisonniers politiques. Et dans cette révolution, il y a eu aussi des symboles qui renvoient quand même à la littérature iranienne de manière réinvestie.
Par exemple, ce geste de couper les cheveux au moment de la protestation, on le retrouve dans les contes, je l'ai écrit d'ailleurs dans un article pour Le Monde, ça va venir aussi dans ce livre, c'est que dans la mythologie iranienne, l'importance de la chevelure est couper la chevelure. Il y a un double sens qui a été exploité par les mots et par les gestes. Premier sens, c'est le deuil. En fait, quand il y a quelqu'un de cher qui est perdu par la mort, ou qui est capté par la mort, vous pouvez dire comme vous voulez. Donc, on coupe les cheveux. C'est un geste de deuil. Mais en même temps, dans certaines régions ou dans certains contes aussi, on jette ses cheveux par terre et on l'offre à la terre et il y aura de la verdure qui va naître. Donc, c'est un deuil, c'est une confrontation à la mort qui amène la vie, qui crée la vie, comme cette révolution entendait le faire. Femme, vie, liberté. Et c'est tous ces symboles-là qui ont été d'ailleurs récupérés au niveau international ont fait que cette révolution a apporté ces mots et a parlé au monde entier, puisque en dehors, moi je pense qu'il y a un côté universel également qui dit tout d'abord que la vie et la liberté vont ensemble. En fait, une vie sans liberté, quelque part, s'investit de la mort, comme on la voit dans la guerre, comme on la voit dans le totalitarisme, comme on le voit partout où la mort veut s'imposer. Et deuxième aspect, c'est aussi femme et vie et liberté. C'est que sans la liberté des femmes, sans que les femmes puissent être libres, il n'y aura pas la vie libre pour nulle personne. Donc tous ces mots-là sont complexes, ont plusieurs acceptions. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Je pense que j'ai fini. Donc je pense que j'ai dit l'essentiel. Merci pour votre attention. Merci Shala pour cette communication et pour nous avoir montré sur l'exemple iranien que l'ennemi au fond de la laïcité, ça n'est pas tant la religion que sa reformulation par une idéologie totalitaire. Et lorsque vous avez évoqué le cas de Charlie Hebdo, où on a voulu, dites-vous, tuer le rire, j'ai immédiatement pensé à Umberto Eco et Au nom de la rose, où il y a cette opposition entre un moine, Guillaume de Baskerville, qui est un moine, mais qui est un moine soumis au régime de la raison, et qui est en opposition donc avec ce bibliothécaire qui considère que le rire est une forme de blasphème et qui est prêt à tuer pour que disparaisse le dernier exemplaire connu, bon, c'est la fiction du deuxième livre de la poétique d'Aristote. Voilà. Donc notre deuxième intervenant sera Marc Ajar. Marc Ajar est un chef d'orchestre au parcours atypique puisqu'il est diplômé de l'école centrale de Lille et de la Royal Academy of Music de Londres. Il travaille avec de nombreux orchestres et opéras de renom en Europe. Porte ses propres ensembles musicaux en France. Et il est également professeur de direction. Et il est par ailleurs président de l'association De quoi demain, dont il nous dira également un mot, car le projet de cette association est au cœur de notre sujet. Et son intervention s'intitule « La laïcité mise en scène ». Alors, pouvez-vous d'abord, cher Marc, nous donner quelques exemples des problèmes que nous rencontrons dans le spectacle vivant et qui mettent en péril la liberté de création du fait d'une police culturelle anti-laïque? Si vous voulez bien, merci. Si vous voulez bien, je vais peut-être rester ici. Ça va être plus sympathique parce que nous aurons un petit échange entre nous deux. Donc je vais rester à ma place. Merci Abraham, merci pour cette invitation au nom de l'association De quoi demain, dont je parlerai un tout petit peu après. Et aussi parce que je vais m'exprimer en tant qu'artiste. Je vais m'exprimer véritablement en tant qu'artiste, avec certains mots que nous reprenons de notre association, mais je vais parler de mon vécu aussi, de mes expériences dans ce domaine dans lequel je suis depuis
un peu plus de 10 ans. En fait, ça a coïncidé d'ailleurs avec l'année 2015 qui est importante pour nous. Donc j'ai ce côté, bien sûr, j'ai mon expérience en tant qu'artiste, mais j'ai aussi un engagement depuis très longtemps en faveur de la laïcité et contre tous les extrêmes. Jusqu'à il y a un certain temps, bien sûr, on parlait, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, de l'extrême droite, mais depuis 2015 et depuis notamment mon entrée en scène dans ce milieu, avec ce que nous avons vécu, un engagement beaucoup plus fort en faveur de la laïcité et contre, la lutte contre les intégrismes religieux, au premier rang duquel l'islamisme. Et nous en parlerons d'ailleurs dans les exemples que je vais citer. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'on parle du caractère laïque, disons, ou peut-être on ira sur le côté religieux en l'occurrence, mais dans les dérives dont on rencontre dans la culture, il y a aussi beaucoup de dérives identitaires qui sont liées plutôt à la question de l'orientation sexuelle, du genre ou de l'ethnie. Et ça revient vraiment au devant de la scène depuis un certain nombre d'années. Et on parlait de censure, en tout cas d'attaques sur des spectacles. Il y a un certain nombre d'attaques qui sont faites sur des critères liés à l'identité, mais on va rester plutôt sur le côté laïcité et donc sur des motifs plutôt liés à la religion et donc à l'intégrisme religieux. Alors je vais en prendre quelques-uns, je vais vous les citer. Je vais commencer par l'un d'entre eux, qui date, parce que ce sont des exemples récents, qui date du mois de mai. Alors, ça n'a pas été très médiatisé, mais je pense que comme la personne en question a été reçue par la LICRA, vous en avez peut-être entendu parler, il s'agit du spectacle de Hakim Jaziri, qui s'appelle Audrey, carnet d'abîme d'une convertie, qui a été annulé. Sa représentation a été annulée à Rouen. Pardon ? Peu importe. C'est pas, moi, je ne savais pas. Peu importe. Mais en tous les cas, le spectacle parle d'un parcours de déradicalisation, si je ne me trompe pas. Et il a été annulé par la pression d'intégristes à Rouen, au mois de mai dernier. On n'a pas tant parlé que ça, mais voilà, ça en fait un. Il y a eu plus récemment la question du livre donc à la FNAC de Bruxelles. Je pense que vous en... je perds mes papiers. C'est pas grave. Celle-là, c'est pourquoi c'est mieux là-bas. Oui. Je préfère ça. Excusez-moi. Je ne connais pas tous mes exemples par cœur non plus. Alors, Allah n'a rien à faire dans ma classe. Vous avez entendu parler de cet ouvrage qui a été par les journalistes Jean-Pierre Martin et Laurence Donte, qui a été empêché d'être présenté à la FNAC à Bruxelles il n'y a pas si longtemps que ça, sur quelques motifs, donc des groupes de jeunes qui, en multiples reprises, intimidaient le personnel, évoquant l'interdiction de citer le nom d'Allah. Donc c'était la question du titre seulement, il n'y a même pas la question du contenu, la question du titre. Ça, c'est des exemples récents. Autres exemples qui ne sont pas forcément liés qu'à l'intégrisme musulman, nous avons eu les spectacles comme celui de Bilal Hassani, qui était à Metz, donc c'était l'année dernière, qui a été empêché d'être représenté par des intégristes catholiques, alors qu'il se représentait dans une église qui était désacralisée en fait depuis très très longtemps. Il y a un autre cas qui n'a pas non plus été très, très médiatisé. Il s'agit d'une musicienne américaine qui, dans une église à Karnak, a été empêchée de jouer par des groupements liés à Civitas, alors que, d'autant plus que le programme n'avait aucun, si jamais on voulait trouver une raison, n'avait aucun caractère ni blasphématoire, ni quoi que ce soit. Donc, il faut, voilà, un certain nombre d'exemples comme ceci. Alors, je vais citer une chose. Il y a quelques semaines, un rapport du Sénat a été publié concernant les atteintes à la liberté de création. Et d'ailleurs, hier, si je ne me trompe pas, la ministre, toujours en poste, a annoncé des mesures pour lutter contre ces atteintes-là. Alors, on verra de quoi il s'agira, parce que là, les changements sont en cours. Mais voilà, il y a eu une annonce qui a été faite hier à ce sujet. Et je vais rajouter un dernier exemple, parce qu'il va être important pour un sujet particulier qui nous tient à cœur, que ce soit dans l'association, mais en général, en tant qu'artiste, et je prends ma part là-dessus, c'est les exemples liés à l'école. Et à l'école, on a eu plusieurs choses liées à la culture. Moi, je ne parlerai même pas du procès Paty en cours, évidemment, mais on a eu, donc, je vais reprendre l'exemple, une professeure de français, donc ça c'était l'année dernière, qui a présenté en classe une œuvre de Giuseppe Cesari datant du XVIIe siècle, dans laquelle figuraient 5 femmes nues.
Et le cours a choqué certains collégiens qui n'ont pas hésité à accuser l'enseignant de propos racistes et avoir tenté de provoquer les élèves musulmans. Voilà, donc ce genre de choses-là se répètent de plus en plus, et je pense que sur l'école, nous en parlerons un tout petit peu plus en détail après. Alors là, nous avons eu... Ça marche? Non. Non. Alors, non. Si, c'est bon, c'est bon. Oui, nous avons eu là quelques exemples, comme aurait dit Chalade, contre quoi nous nous élevons. Mais j'aimerais aussi entendre Marc sur ce pourquoi on est pour. Et je sais qu'au sein de Quoi Demain, vous militez, et, allez, disons-le, nous militons, car je ne fais pas mystère de mon appartenance à cette association, nous militons pour un imaginaire républicain ou un imaginaire laïque. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Alors, je vais faire une petite transition suite à la question sur ces attaques, ces tentatives de censure et ces attaques. Là, on parle de menaces explicites, véritablement explicites. C'est la pointe émergée de l'iceberg. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a, et c'est d'ailleurs le rapport du Sénat en fait état, il y a tout ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire la question de la censure, de l'autocensure insidieuse sur la création, et que ce soit dû à des formes de peur ou à des formes de mise, disons, de se conformer à certaines normes ou à certains narratifs qui ont pris le dessus dans le milieu culturel depuis un certain nombre d'années. Et ces narratifs ou ces normes sont complètement anti-universalistes, anti-républicaines et contre la laïcité. Attention, il ne s'agit pas de tout le secteur, bien sûr, mais c'est un mouvement qui est croissant depuis un certain nombre d'années. Et tous ces mouvements-là qui sont en fait qui viennent de mouvements décoloniaux, indigénistes, qui prennent le pas sur le monde culturel depuis quelques années, avec toutes ces atteintes-là et ces pressions, ces mouvements bruyants, ces mouvements d'intimidation, ont pour conséquence à la fin d'appauvrir l'offre culturelle, ou simplement d'avoir une atteinte à la liberté de création, tout simplement. Et donc sur le côté de l'imaginaire républicain, je vais faire une petite parenthèse à ce sujet, je fais une petite autopromo. J'ai participé à une émission que je vous invite à écouter, qui s'appelle une émission qui a été animée par David Christoffel, dont le podcast radio s'appelle Métaclassique. Et l'émission dans laquelle j'ai participé s'appelle Diversifier et parle de toutes ces questions-là, de diversité dans le milieu, en l'occurrence musical, mais en plus généralement culturel. Et nous avons rencontré que ce soit des artistes ou les institutions du ministère de la Culture qui, depuis quelques années, ont pris le pas sur des critères de sélection qui ne tiennent plus compte de la liberté artistique, disons du critère artistique ou esthétique, mais qui parlent de manière plus claire sur des critères plus identitaires, donc liés à l'orientation sexuelle, au genre, à l'âge et à l'origine supposée, ou en tout cas l'origine qu'on pourrait voir. Bon, c'est formulé de manière assez particulière, parce qu'il faut aussi que ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Et nous avons aussi rencontré l'ARCOM à ce sujet. Je vous invite à l'écouter, ça s'appelle Diversifier sur le podcast Métaclassique de David Christoffel. Tout cela, donc on parlait de la laïcité, on parle en fait plus généralement de l'universalisme républicain. Et qu'est-ce qu'on veut dire par l'imaginaire républicain? Parce que là, on parlait d'imaginaire ou d'une forme de récit qui ne s'apparente plus à quelque chose qui est d'une culture républicaine. Et je vais reprendre quelques mots dont on avait parlé dans l'association de Quoi Demain. Alors, on fait face au fait qu'on nous fait comprendre que la laïcité restreindrait absolument l'expression culturelle, la liberté artistique aussi, ou la liberté culturelle, par l'imposition d'une certaine norme qui serait néocoloniale, qui serait islamophobe ou que sais-je, mais en tout cas qui restreindrait la liberté. Autre chose, on a des dérives identitaires dont j'ai parlé qui sont visibles dans des narratifs, dans des récits artistiques sur la création, disons sur les pièces, sur les œuvres, et aussi sur les conditions d'accès aux œuvres. Donc je parlais notamment de la question des subventions, de comment obtenir des moyens, sur des critères maintenant qui sont de plus en plus identitaires. Alors nous proposons, et je vais reprendre les mots de Stéphane Rosès, qui en a très bien parlé, qui parle de l'imaginaire français, et donc qui parle de l'imaginaire républicain. Et à ce sujet, je reprends mes petits papiers.
Donc pour lui, l'imaginaire français est fondamentalement celui d'une diversité qui se rassemble. La laïcité, en étant un support ancien, exprimant une forme de socialité gagée sur l'égalité des conditions et la séparation entre espace public et privé. Et nous, dans l'association De Quoi Demain, nous jugeons cette approche vitale et fondamentale et nous voudrions et nous allons travailler à la faire revivre. Mais attention, il y a une chose particulière, c'est qu'on est finalement, elle n'est pas si morte que ça. Et il y a un exemple qui était récent, et que je pense qu'il est assez significatif, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et je ne vais pas parler sur le côté artistique, où on peut en penser ce qu'on en veut, hein, de ce qui s'est passé artistiquement ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt la réception de cette cérémonie. Elle a été plébiscitée. On a eu 85% selon un sondage de personnes qui ont considéré que c'était un succès. Et en fait, et Stéphane Rosès en parle très bien d'ailleurs, quelles que soient les critiques qu'on peut faire, hein, du spectacle, c'est l'imaginaire français républicain qui s'est manifesté à cette occasion avec une force qui était inattendue et ce qui a laissé d'ailleurs sans voix les partis politiques, je trouve. Alors, on peut noter que d'un côté ou de l'autre, on a eu quelques critiques ou quelques voilà, bien sûr, mais qui se sont basées plutôt sur le fait, d'un côté de l'échiquier, sur une critique du fait d'utiliser le récit historique, le patrimoine, l'unité nationale, et puis d'un autre côté, les éléments qui ont été dits wokistes. Voilà. Donc on se retrouve avec quelques voilà, des petits remous d'un côté ou de l'autre, mais finalement ça a été totalement plébiscité. Et voilà, c'est quelque chose, cet imaginaire, c'est dans ce sens-là que nous souhaitons nous inscrire dans l'association De Quoi Demain. Merci. Alors, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, bref, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette association à laquelle nous avons fait allusion à plusieurs reprises, De Quoi Demain, qui est une jeune association, mais qui ne demande qu'à grandir? Oui, donc c'est une petite association qui ne demande qu'à grandir, à être connue. Alors, nous sommes en fait un collectif d'artistes et d'universitaires, de chercheurs du milieu de la culture. Et dont nous partageons des valeurs fondamentales que je pense que nous partageons tous ici, humanistes, républicaines, démocrates, attachées à la laïcité, contre toutes les discriminations. Ça ne fait rien de le dire, mais c'est important. C'est vraiment important. Et à côté de cela, on a, donc, comme je le disais, depuis un certain nombre d'années, nous avons constaté une résurgence d'une politique, d'un récit, d'une façon de faire beaucoup plus identitaire, qui s'est insidieusement infiltré dans le milieu de la culture, tout simplement, et qui impose une certaine forme d'autocensure, de débat bruyant, d'intimidation, et derrière, d'imposition de quelques normes. Je parlais des critères d'attribution des subventions, pardon, des critères identitaires apparaissent maintenant, voilà, depuis quelques années. Alors, pour tout vous dire, cette association, on n'est pas né de nulle part, elle hérite de plusieurs collectifs qui se sont créés plus tôt, et dont notamment un que je vais citer, qui est le groupe Culture et Universalisme, qui a été créé par Isabelle Barberis, et animé par Isabelle Barberis et Amis Flammer. Et ça fait donc un certain temps que nous, qui sommes fondateurs de Quoi Demain, en faisions partie. Et ces constats, nous les avons faits dans ce groupe ou dans d'autres depuis plusieurs années, depuis 2020, depuis même beaucoup plus tôt que ça. Et nous essayons maintenant de pas simplement dénoncer ce qui se passe ou faire une veille ou dénoncer ce qui se passe sur ces atteintes, mais de proposer quelque chose de positif. Et je vais reprendre encore quelques petits termes, bien sûr, pour terminer. Mais nous avons à la fois, pardon, je vais retrouver mes petits papiers. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas grave, il n'y a pas besoin. On parlait d'imaginaire républicain, on parlait de remettre du débat dans le milieu culturel, de parler de l'art comme rôle émancipateur dans la société. On n'a pas parlé de l'école, pas tant que ça, mais je souhaitais en parler, je n'ai pas forcément eu le temps, mais investir et aller intervenir dans l'école, ce qui est évidemment le public de demain, les artistes de demain, les citoyens de demain. Et on a besoin, nous, en tant qu'artistes, d'aller intervenir là-dedans. Je sais qu'il y a une table ronde au sujet de l'école, mais il y a aussi le rôle des artistes et des chercheurs pour aller intervenir dans ce milieu-là.
Donc remettre le débat au centre de refaire du dialogue, permettre l'exploration, la création, continuer à pouvoir en discuter et en dépassant toutes les intimidations dont on nous a fait part jusqu'à présent. Et je vais rajouter une chose, parce que nous avons eu déjà quelques petits événements qui sont passés. Récemment, nous avons parlé du spectacle populaire il y a quelques semaines de cela avec Isabelle Barberis. Nous avons un nouvel événement qui sera le 21 janvier autour de l'esthétique républicaine, avec Tania de Montagne et Renaud Large, qui seront invités le 21 janvier à Paris. Alors la date le lieu est encore à définir, mais je pense qu'il y a quelques petits prospectus qui pourront vous attendre. Ça serait pas mal, non? Ah bah moi on voudrait bien, mais Abraham, je te laisse la possibilité de le faire. Voilà. Et donc un mot peut-être sur le site internet qui vient de naître. Dequoidemain.org, Dequoidemain, D-E-Q-U-O-I, demain, tout attaché. De quoi demain, de quoi demain sera-t-il fait? Vers de Victor Hugo, issu de Napoléon II. Et le site dequoidemain.org. Merci Marc pour... Merci Marc pour cette intervention et longue vie à De quoi demain. Vous avez de la documentation d'ailleurs à l'entrée de la salle sur l'association et ses projets. Enfin, notre troisième intervenant, c'est Laurent Salle. Laurent Salle a souvent participé lui aussi à des événements organisés par la LICRA, sans dire un seul mot, avec ses dessins d'idées, des dessins minutes qui font mouche, parfois acides, souvent inattendus et toujours très drôles. Il est donc dessinateur de presse, dans la presse écrite, à la télé et même, tenez-vous bien, à la radio. Alors là, il faudra qu'il m'explique comment il fait. Cette fois, il a accepté pour nous de poser un instant son crayon pour réfléchir à cet étrange métier qui est le sien. Et il nous parlera donc de la liberté de dessiner. Et donc, Laurent, à vous la parole pour une quinzaine de minutes. Merci. Je vais rester assis aussi. Généralement, oui, la LICRA m'invite pour dessiner, me moquer et caricaturer les gens qui sont sur scène. Là, ils sont très forts. Pardon ? L'autre micro. Bon. Ils veulent que je sois debout. Je serai debout. J'ai pas de notes, j'ai rien préparé. Hein. Il faut lever les micros cette fois-ci. D'accord, très bien, parfait. Est-ce qu'on est bien là ? On est très bien, c'est parfait. Donc je dis, généralement la LICRA m'invite pour dessiner, me moquer, caricaturer les gens qui sont sur scène. Et là, ils ont fait très fort, ils m'ont mis sur scène, comme ça, ils m'ont neutralisé. Bravo. Et en fait, François Rachine parlait des éclaireurs de la République ou de la démocratie. Plantu définissait les dessinateurs de presse comme les démineurs de la démocratie. Savoir que dès qu'il y a des lignes rouges ou des lignes jaunes, etc., ou des endroits où il ne faut pas aller, généralement, nous, on nous envoie devant et on va marcher aux endroits les plus dangereux pour voir des moments si ça nous pète à la gueule ou pas, quoi. Voilà. Donc, on pensait être un petit peu à l'abri en tant qu'observateur de l'actualité. Et puis, un certain 7 janvier 2015 nous a rappelé à la triste réalité avec le massacre de Charlie Hebdo. Et quelques semaines plus tard, moi, j'ai rencontré Plantu, qui avait créé en 2008 une association qui s'appelait Cartooning for Peace. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui était créée par Plantu et Kofi Annan, à l'époque secrétaire général de l'ONU, à la suite de l'affaire des caricatures danoises. Donc les caricatures danoises, c'est les fameuses caricatures de Mohamed qui étaient parues dans un hebdomadaire danois, et voilà, qui avait créé après voilà, une fatwa, etc., etc. Et donc du coup, Kofi Annan s'est rendu compte que les dessinateurs, une fois qu'ils faisaient un dessin qui avait enflammé malgré eux le monde, se retrouvaient un petit peu lâchés par leur rédaction, par tout le monde, et se retrouvaient un petit peu avec le monde contre eux. Et que c'est vrai que nous, on est un petit peu des loups solitaires qui travaillons chacun dans notre côté. Et donc là, Kofi Annan a proposé à Plantu de créer une sorte d'international des dessinateurs. Donc Cartooning for Peace rassemble, je crois qu'on est entre 280 et 300 dessinateurs dans le monde, et on est à peu près 25 en France. Voilà, donc à
à se voir régulièrement, à échanger, ou dès qu'il y en a un qui se retrouve en prison dans tel ou autre pays, on vend des dessins pour rassembler un petit peu de sous. En tout cas, on fait parler d'eux, ils sont pas seul au monde à ce moment-là. Voilà. Je vais voir si ça marche, et je vais me mettre ici, parce que sinon, si je suis là, je ne vois pas du tout. C'est bon, ça marche. Donc je mets avec vous pour voir un petit peu ce qui passe, parce que j'ai pris quelques dessins. Est-ce que... Voilà, ça marche. Donc Cucaracha, ça c'est une BD que je faisais plutôt pour Science et Vie Junior, donc de 2002 à 2018. Donc Science et Vie Junior, hein, c'est 12-16 ans. Et voilà, donc Cucaracha, c'est un cafard qui observe l'univers, les étoiles, pour voir un petit peu comment tout ça marche. Puis devant son télescope, il y a des gros trucs flous qui se mettent. Donc c'est des hommes avec un Z. Donc plutôt que de perdre son temps, du coup, le cafard, il fait le point. Et en fait, c'est un regard sur nous, une sorte de BD un petit peu pataphysique, etc. Donc voilà, j'ai balayé plein de sujets. Donc moi, j'étais le scénariste et je faisais tout dessin préparatoire. Et Marino Degano faisait les dessins définitifs. Donc j'ai fait ça pendant un moment. Et en avril 2013, donc voilà, ça c'était une BD sur Anne Frank. Et en avril 2013, j'avais fait un scénario, donc là on est à 38, et là, épisode 126, donc vous voyez, ça faisait 126 semaines que je faisais les dessins. Et là, la planche s'appelle Orient Extrême. Et c'était un truc sur les fondamentalistes de tout poil, vu qu'il y a différentes sortes de blattes, il y a aussi les blattes orientales. Et donc, ça critiquait un petit peu justement tous les interdits, etc. etc. J'avais pas mal bossé sur le scénario, justement pour pas être attaquable. Et voilà. Et donc, la BD est parue en avril 2013, la planche, et dans le Science et Vie. Et puis voilà, donc avril, tout s'est bien passé. Et autour du 13 mai, un matin, j'ouvre mon ordinateur et j'ai 257 mails. Bon, d'accord, puis je vois un scandale, BD islamophobe, etc., etc. Et tout était du même cru, comme ça. Et à chaque fois que je réactualisais ma boîte mail, il y avait à nouveau 50 mails, 13 mails, 20, enfin, etc., etc. Donc, j'avais commencé à répondre au premier, puis finalement, ça ne s'arrêtait pas. Et la rédaction m'a appelé, m'a dit on a tout en copie, ne réponds surtout pas, parce que sinon, ils vont reprendre dans ce que tu leur réponds ce qui va les énerver pour les mettre en exergue, etc. etc. Et donc, en tout, sur 2 semaines, j'ai eu quasiment un peu plus de 3000 mails. Voilà. Alors, des gens donc très énervés qui se revendiquaient tous bibliothécaires, abonnés évidemment à Science et Vie Junior, qui menaçaient de résilier leur abonnement, etc., etc. Et voilà. Donc, la rédaction m'ont dit ne réagis pas. Et il nous est arrivé à peu près la même chose il y a 2 ans. Parce qu'on a fait un gros dossier sur le génocide arménien, etc. Machin, et en fait, tout ça était des trolls pilotés un peu à l'époque par l'État turc. Et là, en fait, en remontant la piste, on est tombé sur un site qui s'appelait Alkans, qui était un site fondamentaliste, quoi, exactement, qui avait donné en pâture donc cette planche avec nos coordonnées. Nos adresses, nos numéros de téléphone aux deux auteurs de... Voilà. Donc ça, c'était en 2013, vous voyez. Voilà. Donc ça donne une petite idée. Bon, on continue. Bon, après, moi, dans mon journal, je suis amené à dessiner plein de choses. Là, c'était, je crois que c'était en 2011 sur Gaza. Voilà. Donc, moi, je dessine sur tout. Hein. Et après, c'est un dialogue qui se fait avec la rédaction. Et voilà, qui accepte ou qui refuse. Bon, moi, je bosse en presse écrite régionale. Donc, ils sont souvent beaucoup plus frileux. Souvent, me disent, on n'est pas Charlie Hebdo ici. Donc, souvent, ils me refusent des dessins dans ce cadre-là. Voilà. Ça, c'était sur des élections en Tunisie avant la révolution arabe. Voilà. Donc ça, avant, quand je dessinais dans le journal, je dessinais dans les pages d'actu. Donc je n'avais pas besoin de titre, souvent, juste un dessin fonctionnait. Et maintenant, je suis plus dans les pages d'actu, mais derrière, sous l'édito. Donc là, je suis obligé de mettre un titre maintenant pour resituer un petit peu le dessin. Voilà, ça c'était après les attentats de Charlie. Donc ce dessin-là est passé, donc on voit plein de crayons qui manifestent, puis un petit taille-crayon avec une Kalachnikov qui dit par la barbe du prophète, chef, ils sont trop nombreux. Voilà. Désolé, sur scène, vous ne voyez pas les dessins, mais voilà. Voilà, là je me suis permis de reprendre les personnages de Charb un petit peu, c'était juste après l'attentat.
Bon, celui-là n'a pas été pris, évidemment. Bon, 2015, après 2015, effectivement, il y a eu le Bataclan. Voilà, ça c'est un dessin pour lequel j'ai eu des... Alors, il y a différents niveaux, comme disait Marc Ajar tout à l'heure. Il y a donc il y a la pression des lecteurs qui écrivent ou qui appellent, etc. Voilà. Ensuite, il y a la censure, si on peut appeler censure en tout cas de la rédaction, qui disent ah non, ce dessin c'est pas possible, etc., etc. Donc voilà, moi je pratique souvent le dessin martyr, c'est-à-dire que je fais un dessin qui est impassable. Donc voilà, la rédaction ils sont en PLS, et puis après je fais le dessin que j'aime bien. Donc du coup là souvent ça passe derrière. Voilà. Donc celui-là, il y a eu pas mal de lettres, de réactions. Et quand j'ai commencé, j'ai bossé 17 ans en télé à France 3. Et là, à l'époque, j'étais beaucoup plus couvert par ma rédaction. Maintenant, ils ont plutôt tendance à me lâcher ou alors à faire de la censure préventive, quoi. Mais le but, effectivement, ça serait pour ceux qui râlent, que je fasse moi-même de l'autocensure. Mais je m'interdis rien du moment que ça me fait rigoler, quoi. Voilà. Voilà, ça c'était après le Bataclan. Suivi, etc. Bon, souvent, c'est bien quand le dessin parle de lui-même et quand on met pas trop de texte, quoi. Donc ça, c'était après 7 octobre, au moment de la riposte. Voilà. Donc ça, c'est un dessin qui a été refusé. Ce qui est dommage, c'est qu'ils aient attendu que j'ai terminé avec la couleur et tout. À Strasbourg, donc où je travaille, parce que je travaille pour le quotidien l'Alsace, il y a une grande communauté juive. Donc du coup, dès que ça parle d'Israël, etc., d'antisémitisme, ils disent non, finalement, on va faire un truc sur autre chose. Voilà. Donc celui-là est passé, mais celui-là n'est pas passé, par exemple. Donc souvent, quand ils ne sont pas en couleur, c'est qu'ils ont été refusés dans le processus, quoi. Voilà. Bon, celui-là n'est pas passé non plus, pourtant il était bien abouti. Donc celui-là a été refusé également. Il est passé au Havre, par contre. Et du coup, ouais, quand ils m'ont refusé, ils m'ont dit ouais, c'est un peu compliqué, etc. Puis bon, le 7 octobre, c'était surtout on parle surtout des victimes israéliennes. Est-ce que tu pourrais pas faire un dessin où tu fais juste une bougie pour la commémoration, comme ça fait un an, mais j'ai mis une bougie. Pas faire appel à un dessinateur, faire appel à un photographe, quoi. Voilà. Donc après, j'ai fait celui-là, voilà, où effectivement il y avait la bougie qui m'avait demandé, et effectivement la mèche, parce que c'était voilà, début de plein de choses. Non, il est passé celui-là. Ouais, ouais. J'en avais fait un autre avant qui était refusé, mais je ne vais pas mettre tous les refusés parce que sinon, voilà, on ne mangerait pas ce midi. Puis j'aime bien Retailleau. Ah ouais, il a presque un peu le gabarit de Sarkozy, comme ça. Bon, je vous ai mis, voilà, comme on est à l'Assemblée nationale, pour terminer, quelques dessins sur Barnier, le pauvre qu'on verra plus. Voilà, avec la mère Le Pen, qui dit l'inconvénient si je le fais sauter, c'est que je ne pourrai plus jouer avec. Et donc celui d'avant-hier, voilà, 49.3 fatal pour Michel Barnier. Elisabeth Borne qui dit c'est quand même pas de bol. Moi j'ai utilisé 23 francs et c'est jamais rien passé.
Et voilà, donc je vais regagner ma place. Ah, il y avait celui-là aussi. Merci à Laurent Salle pour son intervention, très frustrante pour les 3 personnes qui étaient à la tribune, puisque en général, nous avons les dessins de Laurent sans commentaire. Là, on avait les commentaires sans les dessins. Mais comme le colloque est enregistré, nous aurons l'occasion de revoir tout ça. Il nous reste un quart d'heure, précisément un quart d'heure. C'était le contrat pour les questions que vous pourriez avoir envie de poser à Chala, à Marc ou à Laurent. Donc, allez-y. Il y a, je crois, un micro qui circule. Oui, Claude. Oui, il est clair pour nous tous que le totalitarisme est antinomique de la création artistique. Et c'est vrai que les fondamentalistes religieux sont une forme d'idéologie totalitaire. Mais ce qu'on a à peine évoqué aujourd'hui, et peut-être qu'il faudrait le rappeler, c'est qu'en dehors des religions, il existe un mouvement qu'on peut peut-être qualifier de religion, c'est la religion wokiste. Parce que quand on parle des censures de spectacles qui ne peuvent pas se produire, bien souvent derrière il y a des religieux, mais bien souvent derrière il y a des non-religieux qui sont contre tout universalisme, qui sont contre la laïcité, qui sont contre la création et qui interdisent certains spectacles de se produire. Je crois que Marc en a parlé lorsqu'il a dénoncé les identitarismes, mais on peut peut-être développer, en effet. Oui, eh bien, c'est l'occasion. Ok. Si, j'en ai. Alors, peut-être qu'on n'a pas forcément développé ça beaucoup. Je suis d'accord, parce qu'on parlait du côté. J'ai parlé beaucoup des exemples liés à l'intégrisme religieux. C'était vraiment la question sur si on prend la définition, véritablement sur la question de la laïcité. Parce qu'évidemment, bien sûr, mais je l'ai dit au préalable, que les côtés identitaristes, c'est ça. Nous, on le nomme pas wokisme ici, hein, dans l'association, parce que c'est très mal défini, en fait. Mais c'est le côté véritablement identitaire. C'est des politiques qui en sont identitaires. Mais évidemment, bien sûr, il y en a eu. Et d'ailleurs, je pense, je ne pourrais pas quantifier sur les exemples de censure ou en tout cas d'annulation ou d'attaque. En tous les cas, je pense, enfin moi, de mon expérience, c'est plutôt ça que j'ai vu. Hein. C'est-à-dire des questions de réécriture d'œuvres d'opéra. Ça peut être, alors c'est pas de l'annulation, mais c'est des modifications de choses sous la pression. Ça peut être des questions sur, comme je le disais, sur les critères d'accès aux œuvres par rapport à des critères identitaires. Ça peut être l'annulation. Il y a eu les suppliantes d'Eschyle, hein, Kanata, etc. Ça fait quelques années déjà, mais c'était des exemples qui ont été très, très significatifs. Ouais. Oui. Je crois que Chala voulait dire un mot aussi. Moi, je pense que il faut bien distinguer entre ce qui est en fait, par rapport à la laïcité face aux idéologisations des religieux, que je pense qu'on est dans une époque où il y a cette idéologisation qui est en cours, mais là, dans le cas de wokisme, il s'agit d'une autre idéologie. Ce n'est pas du tout une idéologisation de religieux, donc c'est pourquoi ce n'est pas seulement la question de la laïcité qui est concernée. Ça veut dire en fait que ce qui est frappant dans le wokisme pour moi, c'est que à partir de la défense des gens sans parole, en fait, on dit les gens qui n'ont pas de parole, ils ont été éliminés, on va revoir l'histoire et on va en fait reformater le culturel pour qu'il y ait une inclusion, mais en même temps, ce n'est pas inclusif, c'est exclusif. C'est ça qui me frappe toujours dans cette pensée un peu idéologique, c'est que c'est au nom de l'inclusion, on fait de l'exclusion. Et donc ça demande quand même une attention particulière, des débats, mais qui n'est pas forcément par rapport à la laïcité. C'est quand même un phénomène de l'époque maintenant qui mérite une attention particulière. Mais c'est pourquoi je ne suis pas revenue, puisque ce n'est pas forcément par rapport à ce que nous discutons maintenant. J'ajoute que dans cette culture de l'annulation, comme il faudrait dire en français pour cancel culture,
dans cette culture de l'annulation, le spectacle vivant joue un rôle particulier. C'est là où c'est le plus scandaleux, ou en tout cas le plus grotesque, lorsqu'on vous explique que pour jouer une femme, il faut une femme. Pour jouer un homme, il faut un homme. Pour jouer un gay, il faut un gay. Pour jouer un trans, il faut un trans. Bientôt, comme disait l'humoriste, pour jouer un zombie, il faudra un zombie. Et pour jouer un mort, il faudra un mort. Voilà. C'est cette négation même de ce qu'est le spectacle vivant, de ce qu'est le métier d'acteur, qui est à la fois scandaleuse et grotesque, et qui montre le mieux quelles sont les limites absurdes de cette idéologie. Je crois qu'il y a une demande de parole du côté d'Alain. Oui, non, juste un petit mot. Moi, il y a 4 ans, il y a 2 ans, j'ai passé 2 ans à faire les allers-retours entre Strasbourg et Montréal. Et à Montréal, la culture qui c'était justement un peu plus emphasée. On a eu des discussions comme ça avec des gens qui étaient vraiment pour la cancel culture et le fait carrément d'effacer des mots et tout ça. Je dis, mais les mots, vaut mieux pas les effacer. En plus, moi, j'étais l'homme à abattre, hein, donc 50 ans, blanc, français, colonialiste, etc. Et franchement, mes grands-parents dans les Cévennes, ils étaient loin du commerce triangulaire, quoi. Et je dis, mais comment ça se passe si je suis homo, je passe dans le camp des gentils ou je marque des points peut-être. Donc voilà, donc il y a une espèce vraiment presque une forme de nouvelle inquisition qui soi-disant part de bons sentiments, mais au final, par effet pervers, se retrouve à faire l'inverse, quoi. Oui, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on disait autrefois. Alain David a demandé la parole. Je dis ça, je dis rien. Hein. On m'a donné le micro. Non. Claude d'abord, d'accord. Oui, c'est une question pour Chala. Nous qui sommes femmes, mais je crois que les hommes aussi sont désespérés de la situation de tout, en fait, en Iran et particulièrement des arts. Donc je voudrais vous demander, est-ce que finalement, pour survivre, les arts, les artistes ne sont-ils pas obligés de s'exprimer en diaspora ? C'est une très bonne question. Si vous voulez, pour revenir en Iran, mais ça va être la même chose pour l'Afghanistan, ça va être la même chose pour ailleurs, c'est que l'exil, c'est-à-dire je l'ai vécu moi-même, mais c'était pas... L'exil, le diaspora, l'exil et tout ce qui ça va avec, et même l'immigration, puisque dans le cas des Iraniens, il y a beaucoup d'immigrations qui sont l'exil caché. Par exemple, il y a des parents qui n'ont pas voulu que leurs enfants restent dans ce système éducatif islamiste. Ils ont fait des projets migratoires. Donc, il y a des études qui démontrent que la majeure partie de départ sont conditionnés par ce projet que la République islamique impose au peuple. Et il faut savoir que l'Iran n'a jamais été un pays où il y a beaucoup d'émigration dans le sens des gens qui partent vers ailleurs. Maintenant, c'est devenu un des éléments conséquents de l'histoire contemporaine de l'Iran. Des exilés, moi j'étais dans les années 80, 82. Avant moi, il y avait une vague. Après moi, il y a plusieurs. Et récemment, après la Révolution Femmes-Liberté, il y a eu des artistes, mais des autres aussi. Il y a aussi des jeunes autres ou des familles autres qui ne peuvent plus de cette chape de plomb. Mais pour la création artistique, moi, je pense que pendant toutes ces années, ça a continué, malgré toute la répression. On le voit à partir du cinéma iranien, par exemple. Quand vous voyez les films dans certaines périodes, vous voyez que les femmes sont les milieux urbains sont quasi absents. Kiarostami va dans les villages, puisque pour éviter quand même cette histoire de censure, tout le temps le voile et tout. Il y a les autres. On cherche à contourner la situation. Maintenant, après la Révolution Femmes-Liberté, et je l'appelle révolution dans le sens de la révolution existentielle. Ça veut dire, en fait, il y a une rupture existentielle assumée avec l'ordre dominant. Et donc, actuellement, en Iran, il y a des cinéastes qui produisent des films sans voile, ce qui n'était imaginable il y a 10 ans, il y a 5 ans même. C'était inimaginable. Les femmes dans les films, même dans les milieux urbains, elles étaient dans leur cuisine, il n'y a personne, elles portaient le voile. Dans le lit, elles portaient le voile.
Mais maintenant, il y a beaucoup de films qui sont produits à l'intérieur de l'Iran. Les cinéastes refusent de faire porter le voile par les actrices. Et donc, il y a une résistance énorme. Il y a les femmes qui continuent à pratiquer le non-voilement. Et avec tous les châtiments et tout, il y a eu même une personne islamiste, ou une femme au pouvoir, puisque les femmes aussi participent, les femmes islamistes participent dans la répression. Elle a proposé une clinique, ouverture d'une clinique. Vous avez Boris Fenchtal, vous aussi. Oui, une clinique pour les toxicomanes, par exemple, vous faites des cliniques. Elle a proposé de créer une clinique pour les gens dévoilés, pour les gens qui se dévoilent et qui résistent, pour les traiter mentalement. Vous voyez, on est dans un scénario de résistance et en même temps de la répression assez inédite. Et donc ça continue. Dans la musique, ça continue. Dans le cinéma, ça continue. Mais en même temps, il y a une vague d'exil aussi qui continue. C'est une réalité très complexe. Les gens créent par là et il y en a qui viennent ici continuer. Merci. Une dernière question, compte tenu de l'heure. Oui, enfin, je voulais essayer de faire droit à une demande qui était la tienne, et puis aussi d'entrer en résonance avec ce que Challa a dit, ce que portait la question précédente également sur l'artiste en diaspora. Alors, ce que je voulais dire, c'est comme une question aussi, c'est est-ce que les mots de l'artiste, et tu as fait apparaître des mots au-delà de leurs référents, hein, femmes, c'est pas simplement les femmes, vie, liberté, pousser les mots au-delà de leurs référents, c'est-à-dire trouver dans les mots une force d'affirmation propre, et c'est l'écrivain que tu es qui parlait. Moi, j'ai bien entendu que c'était l'écrivain que tu es qui parlait. Trouver dans les mots une force d'affirmation qui ne doit plus rien à un contexte. Et en sens, parce que les mots sont immédiatement décontextualisés. Le pari des mots, le pari révolutionnaire des mots, c'est de se décontextualiser, de s'arracher à tous les contextes qu'ils sont en diaspora. Ils sont essentiellement en diaspora, ils introduisent la diaspora dans nos têtes, dans nos cœurs, et par là une force d'affirmation formidable. Si je peux un instant évoquer un texte qui me paraît essentiel pour nous tous, pour essayer de penser la question de la laïcité dans sa puissance d'affirmation, le fameux pari de Pascal. Le moment clé du pari de Pascal, c'est le moment où Pascal dit « Quand il y aurait un nombre infini de hasards contre vous, vous auriez néanmoins raison de parier 1 pour avoir 2. Un nombre infini de hasards contre vous, ça veut dire Dieu n'est pas. Dieu n'existe pas. Je disais tout à l'heure, Dieu n'existe pas, mais il insiste. Eh bien, cette insistance, c'est la puissance de cette insistance que les artistes font valoir. Et là, il y a une force d'affirmation sans contrepartie, sans la contrepartie d'aucune négation, une force d'affirmation sans réserve. Et c'est ça notre laïcité. Je ne sais pas si l'un de vous trois voudrait ajouter quelque chose. Absolument, absolument. Moi, je pense que l'exil prend toute son sens dans... Voilà, je suis tout à fait d'accord, et en même temps, je dirais que écrire et créer, même si on fait quand l'Adam et Ève sont exilés sur la terre, ils se créent, en fait, et ils commencent à créer pour prendre le symbolique. Et de toute façon, même pour compléter ce que je viens de dire, les gens qui continuent à l'intérieur de l'Iran à créer sont dans une sorte d'exil interne. Si vous voulez, l'exil les pousse à créer, mais ce n'est pas seulement l'exil dans le déplacement géographique, c'est le fait qu'ils sont c'est ce que tu dis, dans cette exigence, c'est-à-dire dans cette impossibilité de ne pas dire, dans cette impossibilité de ne pas faire, dans cette impossibilité de ne pas créer. Et ce que disaient les jeunes dans la rue quand on leur disait «
vous savez que si vous allez dans la rue, vous allez être face aux armes. Il disait, on ne peut pas ne pas faire, parce qu'on ne voudrait pas mourir, on voudrait vivre. C'est pour vivre qu'on va mourir. Voilà. Et puisque la journée est placée sous l'invocation, si j'ose dire, de Boualem Sansal, je voudrais rappeler ce mot terrible d'un écrivain algérien qui disait « Puisque quand tu parles, on te tue, et quand tu te tais, on te tue aussi, eh bien parle et meurs ». Merci.